Bonjour, Très content de te recevoir dans l'entrevue efficace. plaisir partagé. Alors, tu peux nous parler un peu de toi? Ok, alors je suis Yann Amon, entrepreneur, on va dire d'à côté, de la Côte d'Ivoire. Oui. Je me définis simplement comme un entrepreneur, un jeune entrepreneur, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore fait les décennies. Donc je suis dans différents secteurs d'activité. À peu près, je suis à la tête de cette entreprise. Donc je suis vraiment ravi d'être là, ravi d'être au Togo. Merci pour l'accueil, merci à toi pour cette invitation. Et on va dire au fur et à mesure, j'aurai l'occasion de peut-être de bien me présenter. Ok, dis-nous un peu quel est ton parcours. D'accord. Alors je démarre dans l'entrepreneuriat autour de 2010. Je viens de finir mes études en sciences comptables. J'ai une maîtrise en sciences comptables, un master en finance. Et j'apprends comme ça que beaucoup de ceux qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas forcément du travail, ils ont du mal à avoir des stages. Alors je me dis, lorsque je vais rentrer en Côte d'Ivoire, il faut que je lance une activité. Donc je décide peut-être de lancer un cabinet d'ingénierie financière, mais une fois sur place, il y a une opportunité dans la communication et je crée une première entreprise dans la communication. Je vais faire faillite à peu près 6 ou 7 mois après. Donc je me retrouve très endetté, à peu près 15 millions de dettes. Je suis quand même très jeune à l'époque, 24 ans. Et puis je rebondis dans l'immobilier. Donc 2013, je crée Rad Immobilier. Bon, je lance Rad Immobilier parce que j'ai créé l'entreprise à peu près 2 ans après. Mais j'ai démarré l'activité en 2013. Et puis, on va dire, ça se passe bien, je crée l'entreprise, ça se passe très bien. Et après, je commence à me diversifier. Donc aujourd'hui, j'ai une autre entreprise dans la communication. Donc j'ai créé une autre entreprise pour relever les défis. J'ai une entreprise dans la maison dans le domaine de l'édition. C'est cette entreprise qui a fait sortir mon livre Entrez et Prenez et d'autres livres. Et j'ai une autre entreprise, j'ai un cabinet d'ingénierie financière. J'ai une start-up dans tout ce qui est EduTech. Donc aujourd'hui, on va dire, je suis dans différents domaines d'activité, mais principalement dans l'immobilier, dans la gestion immobilière, l'immobilier commercial. Et j'ai créé aussi une entreprise de construction et de promotion immobilière. Donc voilà un peu mon parcours. Je démarre vraiment, on peut dire, en 2010. Donc on va dire, j'ai aujourd'hui à peu près 11 années d'une petite expérience en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire. Mais c'est temps-ci, je commence maintenant à essayer d'expérimenter d'autres pays pour pouvoir me forger aussi à l'international. Et j'apprends beaucoup à chacun de mes voyages. Je rencontre des entrepreneurs fabuleux comme toi. Ça me permet aussi de voir d'autres domaines d'activité et d'autres opportunités dans ces différents pays. Voilà un peu pour ma petite expérience. Merci. Mais j'ai été marqué dans cette partie de ton livre où tu disais que nuit était ta santé fragile, sûrement tu aurais pu devenir prêtre. Tout à fait. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ma mère est très très catholique. Donc quand j'étais plus jeune, après mon entrée en 6e, elle fait tout parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est pareil aussi ici, les églises catholiques, les confessions catholiques, ils ont de très très bonnes écoles. La formation est très bonne, les prêtres, les religieuses et tout. Donc certaines écoles qui sont dirigées par ces confessions-là ont de très très bons résultats. Donc en termes de formation académique, c'était très pertinent qu'on veuille que son enfant se retrouve au séminaire. Mais derrière, ma mère aussi se disait peut-être que je serais devenu prêtre. Et je suis son seul garçon, je ne sais pas pourquoi elle voulait que je devienne prêtre. Mais finalement, je crois après ma 2e année là-bas, je piquais beaucoup de crises d'asthme, beaucoup de maladies. Et finalement, je suis sorti de là-bas. Et j'ai envie de dire Dieu merci, sinon aujourd'hui je ne serais pas marié à ma magnifique épouse, je n'aurais pas des enfants, je serais un prêtre, ça aurait été peut-être, je ne serais pas entrepreneur. Donc je me dis que Dieu avait voulu que je sois un entrepreneur, donc il m'a fait sortir. Et récemment, je donne un petit coucou aussi à mes amis de ma promotion parce qu'on s'est pratiquement tous retrouvés. On est aujourd'hui tous dans un groupe WhatsApp et je pense que sur toute la promotion, je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui sont devenus prêtres. Tous les autres ont fini par fuir, on va dire ça comme ça. Peut-être on n'avait pas la vocation parce que c'était le petit séminaire de la 6e à la 3e. Après, il y en a qui vont moins séminaire. Là, c'est vraiment plus peut-être ceux qui ont la vocation jusqu'en terminale. Et puis après, il y a le grand séminaire où on les forme en théologie et tout ça. Donc après, certaines sortent prêtres, quoi. Voilà un peu l'histoire. J'ai apprécié le livre en fait et je vous recommande d'ailleurs de le lire parce qu'on retrouve beaucoup d'expériences. Je me suis retrouvé dans plusieurs chapitres etc. Et personnellement, la partie où tu parles beaucoup plus de la peur de l'échec et de la peur de réussir, tu peux nous expliquer un peu la différence et comment tu l'as traversée? En tout cas, la peur de l'échec est plus évidente parce que beaucoup de gens n'entreprennent pas ou ne font pas des choses parce qu'ils ont peur d'échouer. C'est plus évident. La peur de réussir c'est sournois, c'est plus subtil. Et la vérité, c'est qu'on a pratiquement tous un peu peur d'échouer. Je pense que c'est un peu normal. Là, le sentiment de peur, je me dis qu'il est mis en l'homme pour l'aider à ne pas faire des bêtises ou des erreurs. C'est-à-dire souvent,
Il y a des situations où ton cœur se met à battre très fort. Par exemple, quand tu es face au feu, quand tu es face à un animal, tu sens, vous savez, même les bébés ont peur en fait. C'est-à-dire un bébé qui ne sait pas ce que c'est qu'un lion, qui n'a jamais rien entendu. Quand il y a un cri, il est effrayé, il se met à crier ou à sursauter. Donc c'est comme si en l'homme, le sentiment de la peur est inné et ça nous permet de traverser notre vie en évitant les grands dangers. Mais souvent, il y a des personnes qui ont des réactions disproportionnées à ce qu'on pourrait appeler un danger. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui ont peur d'entreprendre. Mais la vérité, c'est que c'est quoi le danger en entrepreneur? On me dira, tu peux échouer. Mais échouer, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Par exemple, aller sauver... les pompiers font un travail dangereux. Je me dis, par exemple, ceux qui font des tours. Souvent, je vois des gens... Moi, par exemple, quand je suis en hauteur, je n'ai pas peur, mais j'ai un peu une sorte de vertige. Donc, les gens qui nettoient les vitres, les grands buildings, ça, c'est dangereux. Mais entreprendre, pour moi, ce n'est pas vraiment un danger. Donc, il y a vraiment cette peur-là, et je l'explique dans la première partie du livre, c'est que certaines peurs ne sont pas vraiment... Souvent, c'est illogique, en fait. Tu te demandes presque pourquoi tu as peur. Par exemple, il y a des gens qui ont peur des serpents. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui élèvent des serpents? Donc, c'est un peu relatif. Il y a des gens qui ont peur des chiens, mais il y a des gens qui aiment les chiens. Donc, il faut avoir souvent un peu un rapport un peu décalé par rapport à ce qui te fait peur. Et en général, lorsque vous voulez entreprendre, vous devez avoir ce rapport-là de ce que l'entrepreneuriat est difficile, mais ce n'est pas vraiment dangereux. Donc, en termes de peur, le fait d'échouer, c'est un peu légitime. Personne n'aimerait échouer. Personne n'aimerait passer pour un loser. Imagine, tu embarques ta famille, des collaborateurs dans un projet et ça ne marche pas. Donc, il y a la gêne, le quand dira-t-on. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment des raisons pour que ça te fasse horriblement peur. Donc, j'en parle beaucoup dans le livre. Donc, pour la peur de l'échec, elle est très répandue. La plupart des gens ne font pas telle ou telle chose parce qu'elles ont peur en fait d'échouer. Et pour moi, je pense que l'un de mes carburants, c'est le fait que j'ai réussi à dompter cette peur. Je n'ai jamais peur d'échouer. Et il faut dire aussi que dans l'entrepreneuriat, l'échec est la norme. Quand vous regardez les statistiques, vous vous rendez compte que 4 entreprises sur 5 qui se créent n'atteignent pas la 5e année. Et c'est dans le monde, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à Lomé, même aux États-Unis. Donc dans l'entrepreneuriat, l'échec est la norme. Donc quand vous comprenez ces choses, vous vous dites, bon, j'essaye pour que ça marche, mais si ça échoue, entre parenthèses, ce n'est pas un drame. Après, il faut pouvoir limiter la casse. Comme je disais, moi, lorsque ma première entreprise fait faillite, c'est quand même 15 millions de dettes. Vous devez aux impôts, c'est quand même lourd. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent endettées, qui dépriment, qui perdent tout, qui ont misé tout dans leur projet. Et c'est clair que c'est jamais commode. Moi, je connais des entrepreneurs qui sont en faillite. J'aide certaines entreprises à se redresser. Ce n'est pas commode de se retrouver dans ce genre d'histoire. Mais il ne faut pas en avoir peur. Ça, c'est pour ce que je peux dire pour la peur de l'échec. Pour la peur de la réussite, comme je dis, c'est un peu plus... C'est sournois. Moi, je m'étais rendu compte beaucoup plus tard que j'avais peur de réussir. Et c'est certaines, j'ai envie de dire, certaines choses que j'ai vécues, avec du recul, je me suis rendu compte qu'attention, je me rends compte que j'ai peur. Et je raconte, je pense, dans le livre, cette petite scène. Une fois, je suis dans une voiture avec un de mes grands frères, dans une voiture qui coûte très 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 cher. À l'époque, la Côte d'Ivoire traverse des difficultés, des tensions sociales. Et on est à côté d'un bus. Et le bus, il est bondé. Il est plein au point où d'autres même ont la tête qui sort par la fenêtre. Et nous sommes dans une voiture de 2 places. Oui. Imaginez comme ça, vous êtes dans une Lamborghini, au feu, à côté de personnes qui sont dans un bus bourré. Et je lève un peu les yeux, je vois un peu le regard des gens. Et j'ai l'impression qu'ils nous jugent. C'est toujours ça. J'ai l'impression qu'ils disent, mais voilà les voleurs de la République. L'argent qu'on aurait pu prendre pour acheter 5-10 bus, ils prennent pour s'acheter des petites voitures et ils ne sont que 2 dedans. Et je ne supporte pas le regard des gens que je vois. Oui. Et à un moment, je me rends compte que je ne suis pas à l'aise avec le fait, parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui affiche ses biens, mais il a des moyens, il aime les voitures, il a acheté sa voiture, il se promène dans sa voiture. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais un problème avec le regard des autres face à ce que je peux avoir ou à ce que je peux être. Et il y a une deuxième situation aussi qui m'a fait me rendre compte de ces choses. Et pour revenir encore à un facteur un peu religieux, dans ma confession religieuse, je suis chrétien, on dit par exemple qu'il y a un passage où on dit il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc quand tu as cette conception religieuse souvent que tu ne comprends pas bien, tu peux te dire, ah, attention, il ne faut pas que je devienne riche. Il y a des gens par exemple qui pensent qu'être riche, on ne peut pas être riche sans se compromettre.
Ils se disent que pour devenir riche, il faut que tu sois dans une loge, il faut que tu vendes ton âme, il faut que tu sois un voleur, il faut que tu... Et même aujourd'hui, dans nos pays, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont riches, les gens disent soit ils vendent la drogue, on se dit non, soit c'est parce qu'il est de connivence avec les hommes politiques. Donc la richesse, on n'accepte pas la réussite. Et souvent, d'autres, ça va plus loin, ils ont peur de réussir à cause des ce qu'on appelle les retombées. Par exemple, je ne sais pas si ça existe ici au Togo, mais par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des villages où si tu affiches trop ta richesse, les sorciers vont vouloir te bouffer. Tu as peur. C'est ça. Comme par hasard. Et c'est réel. Ça fait une sorte de pesanteur sociale qui fait qu'à un certain moment, les gens se disent, soit c'est mieux que je ne réussisse pas à un haut niveau, soit je cache ma réussite, ou soit je cherche à avoir une vie un peu normale. Et c'est profond parce qu'il faut pouvoir savoir qu'est-ce qui, je veux dire, ça cache quoi. Il faut pouvoir se questionner sur ce que ça cache, et puis après apporter des réponses comme moi je l'ai fait. Moi aujourd'hui, d'un point de vue religieux, je suis très à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que j'ai fait un travail sur moi. Après aujourd'hui, je sais que la sorcellerie, entre parenthèses, ça existe, mais je ne me dis pas que c'est à cause des sorciers que je ne vais pas peut-être acheter une maison, construire une maison, etc., etc. Donc à un certain moment, cette peur de la réussite, quand vous la découvrez, vous pouvez la traiter et puis pouvoir aller à un autre niveau. Parce que beaucoup de gens ont peur de réussir. Mais dans la même Bible, en fait, il y a une partie qui dit l'amour de l'argent est source de tous les maux. C'est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les maux. Effectivement. Vous voyez, ce genre de texte, si vous ne les comprenez pas, vous ne les sortez pas du contexte, vous ne les mettez pas dans le contexte, ça peut vous ruiner toute une vie. Parce que la vérité, c'est qu'on dit l'amour de l'argent, on ne dit pas l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui est la source de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire qu'on peut avoir l'argent sans aimer l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. Vu comment je dépense, vu comment j'investis mon argent, vu comment je donne mon argent, vu comment je partage mon argent, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent. Par contre, je vais peut-être jouer un peu sur les mots. Moi, j'aime gagner de l'argent. C'est-à-dire que je n'aime pas l'argent, mais j'aime gagner l'argent. Pour moi, le fait de gagner de l'argent, c'est une sorte de dopamine pour moi en fait. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je mesure ce que j'ai gagné ou ce que je n'ai pas gagné ou ce que j'aurais pu gagner. Donc pour moi, gagner de l'argent aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma dopamine. J'aime gagner de l'argent parce que l'argent, c'est un moyen. Ça me permet d'investir, ça me permet d'aider les gens, ça me permet de créer des emplois, ça me permet de faire plaisir à ma famille, ça me permet de mettre mes proches à l'abri du besoin. Donc moi, j'aime gagner de l'argent. Par contre, il ne faut vraiment pas avoir un rapport malsain avec l'argent. Parce que l'argent est neutre. C'est celui qui a l'argent qui va rendre soit cet argent pour faire du bien, soit cet argent pour faire du mal. Ça veut dire, aujourd'hui, vous recevez 100 000 francs CFA. Les 100 000 francs CFA peuvent être aller donner à une femme du marché ou pas acheter du poulet. Ça se retrouve dans la main d'une commerçante. Si vous êtes quelqu'un qui fume de la drogue, ça va se retrouver dans la main d'un dealer de drogue. Donc ce même argent, il est neutre en fait. C'est toi qui vas en faire un usage. Et il faut avoir, et ça aussi c'est un problème dans le monde francophone, c'est que les francophones ne sont pas à l'aise avec l'argent. Ils ont souvent un rapport malsain avec l'argent. Il faut être très à l'aise. L'argent, c'est une métrique. Quelqu'un peut avoir plus d'argent que toi aujourd'hui, quelqu'un peut avoir moins d'argent. Moi-même, je ne m'estime même pas meilleur que ceux dont j'ai plus d'argent en fait. Je n'ai pas l'impression que parce que je gagne plus d'argent que quelqu'un, je suis meilleur que lui. L'argent, c'est une métrique, un peu comme le poids. Un peut peser 80 kg, l'autre 75 kg. Peser 75 kg ne veut pas dire que l'autre mange plus que toi, mieux que toi. Tu vois, c'est des métriques. Et ce n'est pas dans l'absolu, ça change. Et aujourd'hui, moi, je gagne tel montant. Dans 1 an ou dans 2 ans, quelqu'un d'autre qui gagnait moins que moi peut gagner plus que moi. Donc, il faut être très à l'aise avec ces choses et se dire que voilà, c'est un peu comme le poids, c'est un peu comme mon âge. Ce que je gagne en termes d'argent, ce que j'ai sur mon compte, ce que j'ai en termes d'épargne, le chiffre d'affaires que je fais, ce sont des métriques. Il faut être très à l'aise avec ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous aurez du mal à être performant et à vouloir faire plus. Oui. Parce que chaque fois que vous allez vouloir devenir, vous aurez l'impression que les gens vont vous juger. Vous n'êtes pas en accord avec vos principes. C'est ça, il faut être à l'aise. Mais si on reste dans l'amour de l'argent, en anglais ça donne la love money. Super, très bien dit, très bien dit. Franchement, je n'aurais pas fait une si belle transition. Et effectivement, le love money, ça se définit en général comme, pas l'amour de l'argent, mais plutôt l'argent de l'amour. Oui. C'est-à-dire, c'est plutôt ceux qui t'aiment ou ceux qui te connaissent plus ou moins ou qui te donnent l'argent soit par amour, soit par sympathie ou juste pour te soutenir. C'est un acte, entre parenthèses, d'amour ou de soutien. Donc le love money fait partie effectivement des sources de financement qu'il faut peut-être enseigner un peu plus dans notre écosystème. Parce que dans notre écosystème, par exemple, dans nos États, les banques ne prêtent pas.
en Occident, on prête de l'argent à tout le monde. On donne des cartes de crédit à tout le monde, tiens, dépense. Ici, en Afrique, on ne prête pas. Donc les banques, il y a un grand souci pour l'accès au financement. Et parmi les sources ou les moyens de se financer, demeure ce principe qui est souvent méconnu. D'autres en profitent sans forcément comprendre les principes qui régissent ce truc, mais c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Moi, ma toute première entreprise, j'ai réussi à la mettre en place grâce au Love Money. C'est-à-dire j'ai pu toucher des personnes, des tontons, des parents de mes associés, certains de mes parents. On a pu réunir les 9 millions dont on avait besoin pour créer l'entreprise, qui a fait faillite 6 à 7 mois plus tard. 9 millions? Oui, 9 millions pour démarrer à l'époque, c'est ce dont on avait besoin. On a pu toucher des parents, des proches, etc. pour le faire. Et le Love Money, c'est ça. C'est par exemple une femme qui peut obtenir 1 million, 2 millions avec un tonton, souvent même avec un amoureux, pourquoi pas, souvent avec quelqu'un qui est dans un domaine d'activité qui va t'aider, qui va te dire, bon ok, prends ça pour commencer. Même l'homme le plus riche d'Afrique, il a démarré grâce au Love Money, Aliko Dangote. L'histoire raconte que son grand-père, parce qu'il a perdu son père très tôt, son grand-père lui a donné, sinon lui aurait donné 10 000 $ en son temps pour démarrer. Donc Aliko Dangote démarre avec le Love Money. Après, ça ne veut pas dire que si on t'avait donné 10 000 $ à l'époque, tu serais devenu un Aliko Dangote, parce qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion d'avoir des 1 million, des 2 millions, des 5 millions. Ils n'en ont pas fait des empires à la Dangote. Je dis, moi, j'ai déjà reçu 9 millions, je ne suis pas encore un Dangote. Et d'ailleurs, les 9 millions que j'ai reçus ont été gaspillés. Je dis, si aujourd'hui je deviens un Dangote, ce ne serait pas avec les 9 millions que j'aurais reçus lors du Love Money. Donc, le Love Money est un moyen de financement. Il faut être très à l'aise avec ça parce que des grandes personnes que vous n'imaginez pas ont pu se lancer ou ont pu se bâtir à côté de ça. Donc, le Love Money, c'est tout argent qui peut venir d'un proche, d'un tonton, d'une connaissance, d'un mentor, que tu peux avoir comme ça. C'est ça qui est le Love Money. Et il faut chercher à avoir, si vous pouvez. D'autres diront, moi, je n'ai pas de parents, moi, je n'ai pas de personne qui peut me donner. Dans ce cas, il faut chercher d'autres sources de financement. Et il en existe. Par exemple, il y a le financement bancaire, même comme je dis ici en Afrique, on ne donne pas beaucoup. Il y a la levée de fonds, c'est-à-dire vous n'avez pas affaire à des banques ou à des institutions financières de ce type, mais vous pouvez par exemple faire des levées de fonds. Un autre exemple de financement, aujourd'hui, moi j'organise en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les Awards des jeunes entrepreneurs, où les 2 lauréats gagnent 10 millions, 10 millions. Donc 10 millions, c'est une source de financement. Si vous gagnez 10 millions, aujourd'hui il y a des concours qui s'appuient, par exemple ici à Lomé, il y a Super Entrepreneur, où on vous donne une cagnotte de 10 millions. C'est une source de financement. Donc il y a souvent des bailleurs de fonds. Il y a souvent c'est pas des banques, mais il y a des microfinances. Ça existe, la microfinance. Ils sont beaucoup plus souples dans les conditions d'accès, mais ils sont beaucoup plus élevés dans les taux. Par exemple, là où la banque te prête à 3-4%, microfinance, ils vont te prêter à 10, 15, 20%. Donc c'est beaucoup plus lourd. Mais l'accès aux microfinances est beaucoup plus simple que l'accès au financement bancaire. Après, en termes de sources de financement, il y a aussi ce qu'on appelle les business angels. Ce n'est pas forcément du Love Money, on peut aussi mettre ça dedans, mais c'est un peu différent. C'est des gens qui viennent, peut-être, ils ne te connaissent pas ou ce n'est pas forcément l'argent de l'amour, mais ton entreprise est intéressante. Hier, par exemple, lors de notre meet-up, il y a un jeune qui a levé sa main pour dire qu'aujourd'hui, il a des demandes plus fortes que sa capacité de production. Donc, dans son plan de développement, il peut avoir accès à un business angel, venir vers quelqu'un pour dire, ah voilà le business que j'ai, voilà depuis 1 an ce que je fais comme chiffre, j'ai un besoin, j'ai eu de financement de 20 millions pour augmenter ma capacité de production. Voilà le marché, voilà mes clients. Quelqu'un peut dire, ok, je te donne 10 millions, 15 millions, je prends 5% ou 10% de part dans ton entreprise. Donc il y a cette façon aussi de se faire financer, c'est-à-dire des personnes entrent dans ton capital. Il existe des capital fonds, il existe beaucoup d'entités qui ont envie d'investir dans des startups ou dans des entreprises. Mais là, c'est avec un contrat très clair, ce n'est pas de l'emprunt bancaire, c'est du financement. Et il peut vouloir entrer dans ton capital, soit à long terme, soit à court terme, faire des packs d'associés et toutes ces choses. Donc il existe vraiment un grand ensemble de oui. Et il y a aussi le dernier point, l'autofinancement. Ça, les gens n'aiment pas parce que ça fait appel, c'est plus difficile. Moi, aujourd'hui, c'est ma spécialité. Tout ce que je le lance en fonds propres et je fais, même quand j'ai de l'argent et que je vais lancer un nouveau projet ou une nouvelle entreprise, je veux que l'entreprise s'autofinance d'elle-même. Mais y a-t-il une différence entre l'autofinancement et les bases de la finance personnelle? Oui. Parce que déjà, il faut tous avoir de bonnes bases en termes de finances personnelles. Si vous avez lu des livres comme Père riche, Père pauvre, vous comprenez l'importance de tout ce qui est éducation financière, indépendance financière. C'est dommage qu'à ce jour, il existe encore beaucoup de gens en Afrique
Alors que nous sommes les endroits les plus pauvres où les gens ne sont pas conscients de l'importance d'avoir une éducation financière. Il faut avoir une éducation financière. Il faut connaître sa capacité financière. Il faut avoir des notions d'épargne. Il faut épargner même le peu qu'on gagne. Quand vous finissez de comprendre toutes ces bases de finances personnelles et vous finissez d'assainir vos finances personnelles, l'autofinancement est très différent. Parce que l'autofinancement, par exemple, c'est la capacité à financer soi-même des projets. Alors que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, qui est salarié, qui est fonctionnaire, il peut avoir une bonne santé financière, mais ne pas avoir envie de devenir entrepreneur. Donc, il n'aura pas forcément besoin de recours à l'autofinancement. Sauf si peut-être il veut avoir un projet immobilier personnel et puis il se dit, bon, j'aimerais autofinancer mon propre projet immobilier, tout ça. Mais l'autofinancement, c'est plus pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont des activités, des business, qui veulent lancer leur business et qui veulent que le business se finance lui-même sans un apport extérieur. Et là, parmi les notions importantes dans l'autofinancement, c'est la capacité à vendre. Un business peut s'autofinancer si vous avez cette capacité à avoir de la traction, à avoir une usine à clients, à attirer les clients, à générer du chiffre d'affaires. Et là, souvent, ça demande tellement de l'intensité que les gens préfèrent prendre l'argent des autres pour démarrer leur entreprise parce que ça demande plus d'énergie et souvent, c'est poussif. Là, par exemple, moi, en janvier 2021, lorsque je démarre une de mes activités, je vais prendre les locaux et tout. Je réussis à prendre les locaux. Après, pour pouvoir meubler tous les locaux, je les ai fait progressivement. C'est-à-dire, pendant pratiquement un mois, il n'y avait même pas de split. Il y avait seulement une chaise où je m'asseyais avec une ancienne table que j'ai récupérée dans mon ancien bureau. Donc souvent, les gens venaient me dire, mais toi aussi, Yann Amon, regarde comment tu es. Je dis, Yann Amon, c'est qui? Je veux que l'entreprise s'autofinance. Et j'ai commencé petit à petit. Aujourd'hui, cette entreprise, 10 mois après, on n'avait pas idée des équipements qu'on a. On a du matos, on a investi dans le matériel. Récemment, le mois passé, on a investi près de 5 millions pour l'acquisition de matériel. Donc aujourd'hui, tout ce que vous allez voir en venant dans cette entreprise, on l'a acheté aiguille après aiguille avec nos propres francs. C'est-à-dire, quand on gagne de l'argent, l'argent est injecté. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Ça veut dire en ce moment, on veut quelque chose, on n'a pas l'argent. Il faut qu'on parte vendre, il faut qu'on parte chercher des clients. Quand les clients vont nous payer, l'argent, on prend, on injecte. Donc, ça peut paraître plus long, mais j'ai l'impression que je ne trouve pas ça long. Parce qu'aujourd'hui, en 10 mois, nos bureaux sont équipés, on a du matériel. Donc, peut-être ça aurait été facile d'aller demander aux gens de l'argent parce qu'aujourd'hui, j'ai une crédibilité bancaire. Si j'avais demandé 20 millions, 30 millions à ma banque, ils m'auraient donné. Mais j'aurais manqué cette énergie positive. Aujourd'hui, mon équipe, la force, la confiance qu'ils ont en eux, en la capacité de notre produit, c'est inouï. Parce qu'on se dit, voilà, on est parti de rien, on s'est battu. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a comme argent, c'est notre argent. Et à un certain moment, ça attire les investisseurs. Quand demain, la banque voit vos transactions et voit ce que vous réalisez sans leur apport, ils sont plus enclins à se dire, bon, attention, avec tout ce qu'ils ont fait à ce jour, sans l'aide de personne, et si on leur donnait 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions, qu'est-ce qu'ils en feraient? Donc moi, je crois beaucoup en l'autofinancement et ça demande vraiment certaines capacités, comme la capacité à vendre, et ça demande aussi des capacités de bonne gestion. Parce qu'il nous faut un plan de trésorerie. On connaît nos charges, on sait nos charges mensuelles, nos charges fixes, nos charges variables, et on se dit par exemple chaque mois, voilà ce qu'on doit gagner. Et on oriente notre trésorerie. On sait ce qu'on doit dépenser, on sait ce qu'on ne doit pas dépenser, on sait entre les charges fixes, comment est-ce qu'il faut mobiliser. Donc ça demande une capacité à bien gérer, surtout à bien gérer la trésorerie. Parce que lorsque vous comptez sur vous-même, si vous manquez de trésorerie, vous êtes à sec en fait. L'entreprise peut s'asphyxier parce qu'elle n'a pas de trésor. Donc il faut une bonne gestion de sa trésor lorsque vous arrivez à attirer de la trésor. Parce que là encore, si vous ne faites pas, par exemple, tout ce que vous gagnez, vous investissez. Après, vous ne gagnez pas suffisamment. Il y a les charges fixes, il faut régler le loyer, il faut régler les salaires et compagnie. Ça peut vous asphyxier. Donc en plus de la capacité à gagner, il faut avoir une bonne capacité de gérer ce que vous gagnez. Bien répartir vos avoirs, ça vous permet de croître. C'est ça. C'est les deux éléments clés pour lorsqu'on veut miser sur l'autofinancement. Et je vous dis toujours, comme je le répète à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de commencer avec tout. Vous pouvez commencer à partir de zéro, ex nihilo, et pouvoir grandir au fur et à mesure. Encore une fois, je te remercie de cette interview. Je t'en prie. De cet entretien.